Vous savez, une bataille silencieuse mais absolument acharnée se déroule en ce moment même dans les champs du monde entier. C'est la lutte contre ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi la stratégie qu'on utilise depuis des décennies est en train de nous mener droit dans le mur. Et quelle nouvelle approche pourrait bien tout changer. 100 milliards de dollars, c'est waouh, vertigineux. C'est le coût annuel estimé des mauvaises herbes pour l'agriculture mondiale. Pour qu'on se rende bien compte, c'est plus que les pertes dues aux maladies des plantes et aux insectes ravageurs, combinés. Ce chiffre, il nous donne juste une idée de l'ampleur du défi auquel on fait face. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Pendant près d'un siècle, notre approche a été simple. On a considéré ça comme une guerre. Une véritable guerre contre des envahisseurs qui viennent voler l'eau, la lumière et les nutriments de nos cultures. Et dans cette guerre, il y a eu une arme qui a dominé toutes les autres, les herbicides chimiques. Franchement, ça ressemblait à la solution miracle. Une méthode hyper efficace pour nettoyer les champs, booster les rendements et en final, simplifier le travail des agriculteurs. C'était la promesse d'une agriculture moderne, efficace et abondante. Mais il y a un mais, et il est de taille. Cette arme est en train de perdre son efficacité et de façon assez spectaculaire. En fait, à force de tout miser sur cette solution unique, on a provoqué un énorme retour de bâton. On s'est créé un problème encore plus complexe qu'avant. Ce qui nous amène directement à ce chiffre, 520. C'est le nombre d'espèces de mauvaises herbes qui ont développé une résistance aux herbicides et qui sont documentées dans le monde. On les appelle les super mauvaises herbes. Elles sont capables de survivre à des doses de produits chimiques qui auraient anéanti leurs ancêtres. C'est l'évolution, mais en mode accéléré, qui se déroule juste sous nos yeux. Bien sûr, cette crise n'est pas la même partout. Il y a des points chauds. Et justement, la recherche met en lumière la région méditerranéenne comme un des épicentres de cette résistance. C'est devenu une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui nous montre les limites de notre stratégie. Et les données le confirment sans ambiguïté. Ce graphique nous montre les pays méditerranéens les plus touchés. On voit la France en tête, avec 61 écotypes résistants. Un écotype, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une population de plantes qui s'est adaptée localement pour survivre. Juste derrière, on trouve l'Espagne et l'Italie. Ça illustre parfaitement comment une trop grande dépendance à une seule méthode peut créer une crise à l'échelle régionale. Mais l'échec ne se résume pas aux mauvaises herbes qui survivent. Il y a tous les dommages collatéraux. Et là, attention, un chiffre qui fait réfléchir. La recherche indique que moins de 0,1% des pesticides atteignent leur cible. Le reste, ça va où? Ça contamine l'eau, le sol, ça nuit à des organismes essentiels comme les pollinisateurs ou les vers de terre, et ça peut même poser des risques pour la santé humaine. Notre guerre fait donc des victimes bien au-delà du champ de bataille. Alors, on fait quoi? Face à ce constat d'échec, une philosophie radicalement différente est en train de gagner du terrain, l'agroécologie. L'idée, ce n'est plus d'éradiquer à tout prix, mais de gérer, de cesser la guerre pour, en quelque sorte, commencer à collaborer avec la nature. Et là, on touche à une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Comme le dit cette citation, avoir une certaine diversité de mauvaises herbes peut en fait être une bonne chose. Elles peuvent offrir un abri aux insectes utiles, protéger le sol de l'érosion ou même entrer en compétition avec les herbes les plus problématiques pour nos cultures. C'est ça, le cœur de l'agroécologie. C'est une approche qui vise à travailler avec les écosystèmes et non plus contre eux. Ce n'est pas un ensemble de règles rigides, mais plutôt un changement complet de perspective. On observe comment la nature fonctionne et on s'en inspire pour cultiver. D'ailleurs, cette image résume tout parfaitement. En haut, on a le système conventionnel. Tout est simplifié, presque stérile et complètement dépendant des interventions extérieures comme les herbicides. Et en bas, le système agroécologique. Là, c'est la vie. C'est complexe, c'est diversifié, et ce sont les interactions entre tous les éléments qui créent un équilibre qui se régule plus ou moins tout seul. Donc, le point absolument crucial, c'est ce changement de mentalité. On passe de l'idée d'éradication, la seule bonne mauvaise herbe est une mauvaise herbe morte, point final, à une mentalité de gestion. L'objectif, ce n'est plus d'avoir un champ propre comme un sous-neuf, mais d'avoir un écosystème en bonne santé où les herbes sont maintenues à un niveau qui ne menace pas la récolte. D'accord, mais concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Eh bien, ce changement de philosophie s'accompagne d'une toute nouvelle boîte à outils pour les agriculteurs, une boîte remplie de techniques qui s'appuient directement sur les processus naturels. Prenons 3 exemples très parlants. D'abord, la culture intercalaire. On plante différentes cultures ensemble, elles s'entraident et occupent l'espace pour ne pas le laisser aux herbes indésirables. Ensuite, le paillage. On couvre le sol tout simplement pour empêcher la lumière d'atteindre les graines et de les faire germer. Et enfin, les cultures de couverture. C'est comme un paillis vivant qui protège et nourrit le sol entre 2 récoltes principales. Et attention,
Ce ne sont pas juste de belles idées sur le papier. Regardez ce tableau, qui vient d'études menées en Méditerranée. Les chiffres sont éloquents. Jusqu'à 93% de mauvaises herbes en moins grâce à la culture intercalaire en Italie. Carrément jusqu'à 100% avec le paillage en Espagne. Ces chiffres prouvent que travailler avec la nature peut être tout aussi, sinon plus, efficace que de la combattre avec la chimie. Au fond, pourquoi tout ça est si important? Parce qu'en réalité, ça va bien au-delà de la simple gestion des mauvaises herbes. Il s'agit de repenser entièrement notre agriculture pour qu'elle soit plus résiliente, plus durable et prête à affronter les défis de demain. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. L'agroécologie, ce n'est pas un retour en arrière. Au contraire, c'est une vision d'avenir pour produire notre nourriture tout en restaurant la santé de nos écosystèmes, en protégeant la biodiversité et au final, en garantissant notre sécurité alimentaire pour les générations futures. Et on va se quitter sur cette question. Après des décennies d'une guerre chimique coûteuse, épuisante et de moins en moins efficace, peut-être que la stratégie la plus intelligente n'est pas de chercher une nouvelle arme, plus puissante, mais de signer un traité de paix. Une paix basée sur la compréhension et le respect de ces systèmes écologiques complexes dont nous dépendons tous. La question reste ouverte.